Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau JT de l'or d'aujourd'hui. Je ne sais même plus quel jour on est, quelque chose comme le 20 octobre 2017. Alors, au programme d'aujourd'hui, un thème fabuleux, le crack, prochain crack dans lequel on va tous mourir. Certains donnent déjà même la date avec l'heure très précisément. Nous, plus modestement, on va intituler ça Les arbres grimpent jusqu'au ciel. Et vous allez voir qu'effectivement, pour le moment, les arbres grimpent jusqu'au ciel. Avant d'aborder notre thème central, à savoir effectivement cette espèce d'envolée et d'euphorie qu'on trouve à peu près sur toutes les classes d'actifs aujourd'hui, et on va expliquer comment, pourquoi, vous allez le voir graphiquement, c'est en fait extrêmement simple. Nous allons d'abord rapidement passer sur l'actualité de l'or avec deux informations, toujours l'information qui est bonne pour l'or, puis celle qui est un petit peu moins bonne. Donc ce qui est bon pour l'or et ce qui soutient les cours, vous le voyez bien, c'est une évidence. L'inflation chinoise, mais surtout la Catalogne. Donc évidemment les incertitudes autour de l'indépendance catalane avec Madrid qui va activer l'article 155 de la Constitution espagnole qui permet de suspendre l'autonomie d'une région à partir du moment où elle ne joue pas le jeu du gouvernement madrilène, si vous voulez, du gouvernement central, et du coup la Catalogne qui a dit qu'en représailles, si jamais son autonomie était suspendue, elle décréterait ni plus ni moins que son indépendance totale. Donc ça devrait se faire ce week-end. Donc on verra dans quel état on se retrouve la semaine prochaine, lundi, mardi, et un petit peu ce qui va se passer. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément du cataclysme, c'est en tous les cas des incertitudes qui viennent se rajouter et se surajouter à tout un tas d'informations et de risques qui pèsent sur l'économie mondiale et sur la géopolitique également mondiale et européenne en particulier. Ce qui est moins bon pour l'or, et ça on va voir sur la diapositive suivante, c'est qu'évidemment le dollar il monte toujours, le dollar il est plutôt orienté un petit peu à la hausse, bon ce sont des mouvements légers, mais comme le dollar monte sur les prévisions d'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale, et bien évidemment l'or se retrouve relativement mis sous cloche. Et donc les cours ont du mal à monter sur fond justement d'augmentation des taux d'intérêt. Donc qui dit augmentation des taux d'intérêt dit évidemment que l'argent rapporte plus, que l'argent vaut plus, que chaque unité monétaire de dollars vaut plus. Et donc dans un tel contexte, il est moins utile, évidemment, pas inutile, mais moins utile de spéculer ou de détenir évidemment de l'or. On va en arriver à notre sujet central, les arbres montent jusqu'au ciel. Vous connaissez cet adage, alors l'adage en fait c'est inverse, il y a un vers, c'est les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et moi j'ai décidé de la jouer un tout petit peu contrarienne et provocation aujourd'hui. En vous disant, si, on va regarder ensemble pourquoi les arbres grimpent jusqu'au ciel. Pourquoi les arbres vont continuer à grimper jusqu'au ciel. Alors bon, le ciel est tellement haut que les arbres ne les atteindront jamais, mais en tout cas, les arbres peuvent continuer leur croissance, et je vais vous montrer pourquoi les arbres peuvent continuer leur croissance, quand bien même cette croissance est totalement malsaine, quand bien même cette croissance est totalement artificielle, et quand bien même cette croissance finira évidemment tôt ou tard par s'arrêter. Le problème, c'est quand, et ça évidemment, presque personne ne maîtrise le timing ni le calendrier parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, des banques centrales et des banquiers centraux, et ce sont eux qui détiennent évidemment la réponse à cette solution, à cette question. Les arbres vont monter jusqu'au ciel et jusqu'à quand? On va donc ça je vous mets, c'est le graphique de l'or. Bon, j'aurais pu vous le mettre sur un horizon de temps d'ailleurs beaucoup plus grand. C'est pour vous dire l'or, globalement, vous voyez bien, ça monte. On va passer au graphique suivant. C'est les cours du Dow Jones. Alors là, c'est stratosphérique, ça monte. Alors regardez, c'est très intéressant parce que là, je vous l'ai mis sur un horizon de temps très long, de 2003 à 2017. On voit très bien ici la crise de 2008-2009 qui est arrivée après l'explosion de la bulle des subprimes en 2007. Donc on a les premières alertes en juillet à l'été 2007. Donc en juillet 2007, on a des fonds immobiliers qui sont bloqués, on a des faillites, etc. Mais
le vrai crack, ce sera 2008 et 2009. Donc le Dow Jones va perdre presque 50%. Et regardez un petit peu la progression de 2009 à 2017, un marché aussi absolument phénoménal. Et on voit même ici une accélération de la hausse. On est en train quasiment de partir sur une hausse exponentielle des indices américains et de l'indice phare américain. Donc là, très clairement, les arbres montent jusqu'au ciel et ils prennent la direction de monter jusqu'au ciel. On était à 6 000 points, on est à 24 000, 6 x 4, 24. Par rapport au point le plus bas, votre mise, elle est multipliée par 4. C'est absolument phénoménal et ça continue. Donc l'or monte, la bourse monte. Graphique suivant, les obligations montent. Les obligations montent. La bourse, l'or monte. La bourse monte, les obligations montent. Il y a un problème, Houston. Tout ça, c'est totalement incohérent. On continue. Et les cours de l'immobilier, eh ben, ils montent. Donc on voit ici la crise des subprimes. Alors ça, c'est l'indice Case-Shiller du prix de US National Home Price Index. Donc c'est l'indice des prix immobiliers nationaux aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas plus officiel, c'est la Federal Reserve. Voilà, vous avez la source, etc. Voilà, c'est totalement officiel comme source. Ici, vous avez la crise immobilière, pareil, post-subprime. Vous voyez la baisse. Là, ça monte. Et sachez que, en gros, ici, on est 10 points maintenant au-dessus du point haut avant la crise des subprimes de 2007-2008. Et avant l'explosion de ce qu'on appelait l'explosion de la bulle immobilière américaine. Donc, on reprend. Les cours de l'or montent. Le cours des actions monte, le cours des obligations monte, le prix de l'immobilier monte. Bon, en fait, il y a tout qui monte. Il y a tout qui monte. Et pourquoi c'est-il donc qu'il y a tout qui monte? Voilà une question qu'elle est bonne. Pourquoi donc tout y monte? Tout y monte sauf vos salaires. Ça, vous avez remarqué qu'a priori, vos salaires, eux, ne montent pas beaucoup. Mais sinon, tout le reste, effectivement, a tendance à monter. Et donc, la totalité des prix des actifs, aujourd'hui, sont orientés à la hausse. Et pourquoi les actifs sont donc orientés à la hausse? La réponse. Ah oui, excusez-moi, je l'avais oublié. Et celui-là, il baisse. C'est le seul truc qui baisse, mais en fait, c'est normal. C'est parce que ça baisse que les autres peuvent monter. Donc là, ici, vous avez le VIX, qui est l'indice VIX, qui est l'indice de la volatilité. Et l'indice de la volatilité, il est surnommé l'indice de la peur. Et bon, quand le VIX tend vers 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de volatilité, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune crainte sur les marchés, ça veut dire que c'est le calme plat à votre honneur, ça veut dire qu'on ne va plus que dans le sens de la hausse, voilà, il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus de mouvement de hausse, de baisse, on est vraiment que dans un mouvement haussier, et c'est ça que cet indice indique, il est au plus bas historique. Et donc maintenant l'explication en image, et bien tout simplement, évidemment, les taux d'intérêt de la Fed. Ici, on est à 20%, on est dans les années 80. Et là, évidemment, on arrive à 0. Alors, très intéressant, regardez ici, donc on est en 2000. Alors, on va se concentrer sur cette partie-là de la courbe des taux. Donc, on va prendre les taux d'intérêt de l'année 2000 à 2017 et je vais vous expliquer très rapidement et très brièvement ce qui s'est passé. En 2000, enfin 97, 98, 99, les moins de 20 ans, je parle d'une époque dont ils ne peuvent pas se souvenir, mais pour tous les autres, eh bien, c'est la bulle Internet, 97, 98, 99, 2000, c'est l'envolée de tout ce qui va être les startups. Et donc, les taux d'intérêt sont montés progressivement par les banques centrales, et on voit bien ce que va faire la Fed ici, elle va monter les taux d'intérêt, et elle va monter les taux d'intérêt pour calmer la spéculation. Elle va tellement bien calmer la spéculation qu'en mars à peu près 2000, eh bien, nous allons avoir l'explosion, le début de l'explosion de la bulle Internet. Et puis, non seulement la bulle Internet va exploser, mais très rapidement après, en 2001, nous allons avoir le 11 septembre. Et le 11 septembre 2001, pareil, les moins de 20 ans l'ont vu à la télé, l'ont peut-être vécu ou entendu quand ils étaient tout petits ou enfants, mais ils ne s'en souviennent pas vraiment, ils ne peuvent pas se souvenir des conséquences économiques que ça a eu. Mais à partir du 11 septembre, le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté net. Le 12 septembre, il ne se passait rien. Il n'y a pas un seul téléphone sur la planète qui a sonné pour passer une commande, si vous voulez. Donc
l'économie était totalement à l'arrêt. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les autorités monétaires en Europe, comme évidemment aux États-Unis? Elles ont baissé massivement les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt sont allés à peu près vers zéro. Et donc, comme les taux d'intérêt sont commencés à tendre vers zéro, ils n'y sont pas allés, hein, regardez bien, on était plutôt à 2-3%. Hein, et bien évidemment, vous avez eu l'accélération phénoménale de la bulle immobilière. Et donc c'est pour ça que pour les moins de 20 ans et pour même les moins de 30 ans, l'immobilier, ça ne fait que monter parce qu'ils ont toujours connu un marché immobilier qui montait. Hein, depuis 1995 jusqu'à 2017, globalement, le marché immobilier en France, il a toujours monté et les gens n'ont toujours connu que l'augmentation du prix de l'immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que les taux sont très bas et que les taux tendent vers zéro. Donc à partir du moment où les taux tendent vers zéro, on solvabilise les gens et donc ça fait évidemment de l'argent pas cher. Et cet argent pas cher, il va s'investir dans des actifs. Si en plus ces actifs n'étaient pas très très chers au départ, eh bien vous avez tous les instruments nécessaires pour créer une bulle, une ou des bulles financières et sur certains actifs. Très intéressant. Les banques centrales, et la Fed en particulier, c'est évidemment qu'elle est en train de constituer des bulles. Et donc elle va, à partir de 2005, remonter ses taux d'intérêt. Regardez, vous le voyez très très bien, 2005-2006, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, monte les taux d'intérêt qu'elle avait maintenus très bas depuis le 11 septembre 2001. C'est fabuleux parce qu'en faisant ça, elle va monter les taux jusqu'à plus de 5%, 5-6%. Eh bien, elle sait très bien qu'elle va entraîner l'explosion des bulles qu'elle a elle-même créées. Elle le sait, tout le monde le sait. Tout le monde. Et donc, évidemment, bing, bang, boom, patatras, quand les taux arrivent à 5%, il y a un effet de seuil, d'insolvabilité. Je rappelle qu'aux États-Unis, les gens empruntent à taux variable. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tout simplement les ménages les plus fragiles qui ne peuvent plus rembourser parce qu'ils sont à taux variable et qu'ils deviennent insolvables. Ils ont emprunté sur la base de 2 ou 3%, souvenez-vous, c'est les subprimes, ils empruntent sur la base de 2 ou 3% et tout d'un coup, maintenant, on en demande 7, 8, 9, 10%. Eh bien, évidemment, ils sont insolvables, ils ne peuvent pas rembourser, leurs crédits ne sont pas remboursés, les créances douteuses s'accumulent. C'est la fameuse crise des subprimes de 2007 qui n'est liée qu'à une seule chose, l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed n'avait pas augmenté ses taux d'intérêt, elle n'aurait pas fait exploser la bulle des subprimes en 2007 et on y serait encore. D'accord ? On aurait une bulle encore plus grosse aujourd'hui, mais elle n'aurait pas explosé. Donc évidemment, la Fed fait exploser cette bulle. Les conséquences de cette crise économique sont tellement phénoménales que la Réserve fédérale américaine est obligée de mettre ses taux à zéro. Et on aura même l'invention, on ne le voit pas sur cette courbe, mais des taux négatifs. Nous aurons même des taux négatifs encore plus en Europe qu'aux États-Unis. Et ce qu'il y a de très paradoxal, c'est que là, on voit bien que la Fed recommence à augmenter les taux. Et toute la question, c'est de se demander si la Fed va faire exactement la même chose que là, que là, que là, que là, que là. Et là, vous avez à chaque fois des crises économiques que l'on a créées de toutes pièces. Les banques centrales ont le robinet d'argent et de liquidité. Elles donnent de l'argent ou elles retirent de l'argent. Quand elles donnent de l'argent, elles font monter les actifs. Et l'économie est aussi simple que ça. Quand les banques centrales, avec des taux d'intérêt bas, inondent les marchés d'argent, les actifs montent et les actifs grimpent jusqu'au ciel. Et puis, un jour, les banques centrales disent « Allez, on coupe le robinet, on arrête ». Et vous voyez très bien ces moments où ils arrêtent. Et à ce moment-là, les actifs s'effondrent, descendent, baissent, des fois craquent. Et donc, vous avez des crises économiques. La question que l'on peut se poser, c'est que là, on voit très bien que la Fed annonce des augmentations de taux, qu'elle a déjà augmenté les taux, jusqu'où la Fed va aller. Et c'est la question fondamentale. Si la Fed s'arrête à peu près maintenant, elle ne déclenchera pas de crack. Si la Fed continue et remonte jusqu'à 5%, elle déclenchera l'insolvabilité généralisée de l'ensemble des acteurs économiques de la planète entière, qu'il s'agisse des institutions financières, qu'il s'agisse des États
ou qu'il s'agisse des ménages endettés à des taux variables sur des niveaux de salaire qui, eux, n'augmentent pas, voire même plutôt diminuent, avec une augmentation de la précarité liée à la mondialisation, à des facteurs déflationnistes, liés également à la robotisation, à l'informatisation, etc., etc. Et donc, les salaires n'augmentent pas. Si les salaires n'augmentent pas, il n'y a pas de relais de croissance future. Voilà où nous en sommes. Donc la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est de se dire que les arbres montent jusqu'au ciel et se font tailler pendant les craques. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil, une petite métaphore arboricole, mais les arbres vont monter jusqu'au ciel tant que les taux sont très bas et sont proches de zéro, on va dire inférieurs à 2%. L'argent est quasiment gratuit et quasiment tous les actifs sont rentables. Et tous les actifs qui vous donnent un rendement supérieur à 1 ou 2%, eh bien, vous avez intérêt évidemment à investir dedans. Je vais vous donner un exemple. Quand on a un taux négatif, c'est le cas en Europe et c'est le cas dans certains pays européens, vous avez un taux négatif. Donc vous placez 100 euros, on vous rend 99. C'est quand même pas très intéressant. Ça veut dire qu'un taux négatif, très concrètement, vous perdez de l'argent tous les ans. Donc vous en vol ou vous appauvrissez de ce taux négatif. Donc évidemment, vous allez essayer de trouver une solution pour ne pas avoir ce taux négatif. Alors maintenant, vous prenez le prix d'une action. Vous prenez une action qui aujourd'hui vous verse 4% de dividendes. Donc c'est le calcul que je prends. Vous avez une action, elle vaut 100 euros et elle vous verse 4 euros de dividendes. 104, d'accord? Donc 100 euros, 4%, 4 euros de dividendes. Et le prix de cette action double. L'action passe à 200 euros. L'action a pris 100%, elle valait 100, elle vaut 200. Et elle continue à verser 4 euros de dividende. Le dividende, lui, n'a pas bougé. Eh bien, le dividende, 4 euros sur 200 euros, il est de 2%. Donc, l'action a été multipliée par 2, elle a augmenté de 100%. Le dividende, lui, a été divisé par 2 en proportion, même s'il reste en montant équivalent. Mais vous comprenez bien qu'il vaut mieux un dividende positif de 4 euros qui ne rapporte plus que 2% au lieu de 4%, mais qui est positif, plutôt que de garder votre argent placé à un taux d'intérêt négatif. Et de la même manière, si l'année suivante, votre action, elle passe de 200 euros et elle double encore, elle passe à 400 euros et elle verse toujours le dividende de 4 euros, qui reste constant, eh bien ce dividende était de 4%, puis de 2%, puis de 1% maintenant par rapport aux 400 euros, mais il est toujours positif. Et donc, vous préférez avoir un dividende de 1% plutôt, vous êtes d'accord avec moi, qu'un placement négatif. Eh bien, vous avez, avec ce raisonnement-là, compris globalement l'envolée des marchés boursiers par rapport au taux d'intérêt négatif ou par rapport au taux d'intérêt zéro. Il est là le fond, elle est là, si vous voulez, l'explication de fond. C'est une allocation de vos actifs par rapport à là où ça vous rapporte le plus d'argent. Mais ça ne veut pas dire que c'est intelligent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas aberrant, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une exubérance totalement irrationnelle, parce que les actions, elles ne valent évidemment pas le prix qu'on les paye aujourd'hui. Mais il y a quand même une logique qui sous-tend cette réalité, et cette logique est celle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ça plutôt que des taux d'intérêt négatifs. Et comme tout le monde joue ça, et bien évidemment, en plus, tout le monde joue l'appréciation du capital de ces actions. Et donc, vous avez des envolées. De la même manière, tout le monde joue l'appréciation du prix au mètre carré immobilier et tout le monde se fiche du rendement de l'immobilier en lui-même. Et vous pouvez multiplier les exemples à l'infini. C'est la même chose avec l'or, c'est la même chose avec les obligations, à peu près partout dans le monde. Donc, les arbres vont monter jusqu'au ciel parce que tout monte, parce que les taux sont très bas. Quand les taux monteront, tout baissera. D'accord? Et c'était ça que je voulais vous montrer et vous démontrer. Ça veut dire que les taux, tant que les taux ne montent pas, on peut continuer notre fuite en avant. Le problème, c'est que là, les taux, ils ont quand même tendance à vouloir monter et que les autorités monétaires ont quand même tendance à dire qu'elles veulent les monter. C'est évidemment une situation extrêmement risquée et c'est une situation qui peut déclencher un crack.
Si le krach est déclenché, le krach sera volontaire. Le krach ne sera pas à 5% cette fois-ci, il sera plutôt aux alentours de 3, 3,5% pour les taux d'intérêt. Donc c'est ce seuil-là qu'on doit surveiller. À 3, 3,5, c'est sauf qui peut tout le monde aux abris. Parce que évidemment il y aura un immense danger de krach, et le krach cette fois-ci, les bulles ont tellement gonflé et elles sont tellement généralisées que le krach risque d'être cette fois-ci un krach d'anthologie. Et donc que fera-t-on pour s'en remettre? Pas évident du coup que les autorités monétaires aient réellement envie cette fois-ci d'aller jusqu'à le déclencher. Donc je reste persuadé qu'elles n'iront pas trop loin, et que si elles vont trop loin, ce sera un véritable suicide collectif et un suicide mondial. Dans tous les cas, attention, et ça ce sera ma conclusion, malgré le calme apparent qui semble régner, la situation est extrêmement risquée pour tout ce que je viens de vous expliquer là, et je pense que ça vous apparaîtra très clairement. Nous dansons sur un volcan, et toute la clé sera évidemment la manière dont ces taux d'intérêt vont être montés et jusqu'à quel degré ils vont être poussés. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et tous pour votre attention.